Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour, Vincianisme 57, au nom de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'être humain comme être de langage et créateur de récits, ce que j'appelle l'homo narrativus. Dans cette tisane philo, vous allez côtoyer Jean-Luc Arditi à la technique et moi-même au micro. Toujours notre boussole, aimer, comprendre, agir. L'humanité s'est toujours raconté des histoires. Depuis les temps immémoriaux, les hommes construisent des récits pour transmettre des savoirs, façonner leur culture et donner du sens à leur existence. Ces récits mythologiques, religieux, historiques ou familiaux sont bien plus que des simples divertissements ou instruments pédagogiques. Ils sont la matière même de notre humanité. L'homme est un être de langage, une créature dont la pensée se structure à travers les mots et dont la compréhension du monde passe par la mise en récit. Le langage, loin d'être un simple outil technique de communication, est une convention sociale qui nous relie aux autres, nous inscrit dans un tissu de signification et permet une construction partagée de la réalité. Mais pourquoi cette nécessité du récit est-elle si forte ? Pourquoi les légendes, les fables et les mythes accompagnent-ils les sociétés humaines depuis la nuit des temps ? Une partie de la réponse tient dans la fonction existentielle des récits. Ils nous rassurent, ils nous offrent une illusion de cohérence dans un monde souvent chaotique et incompréhensible. Face à l'absurdité de la vie et à la difficulté d'accepter notre finitude, l'homme se tourne vers des histoires qui donnent du sens, qui enveloppent l'inexplicable dans une trame intelligible. Ainsi, le récit agit comme un refuge psychologique. Il nous protège du vide, de l'angoisse métaphysique, de la peur sous-jacente de ne pas y arriver seul. Nos narrations collectives fabriquent des illusions nécessaires. Elles nous donnent à croire en un ordre, en une mission, en une continuité qui dépasse l'individu. Le besoin de se raconter passe par ce désir de transcender l'éphémère, de bâtir quelque chose qui nous survive, de trouver une place dans un grand récit collectif. Cependant, cette puissance des récits peut aussi enfermer les sociétés dans des illusions confortables. Certains mythes, en se fixant dans l'histoire comme des vérités absolues, deviennent des dogmes figés qui empêchent de penser autrement, qui rigidifient la perception du monde et limitent l'ouverture à l'altérité. Les récits fondateurs peuvent être porteurs de beauté et de réconfort, mais peuvent aussi être des prisons mentales, empêchant l'émancipation individuelle et collective. Homo narrativus est donc un être en quête de sens, un tisseur d'histoire qui tente, par le langage et la narration, de donner forme à l'informe, d'adoucir l'angoisse du néant et de s'inscrire dans une continuité. Cette capacité à raconter, à créer du sens, est à la fois une force et une fragilité. Elle est ce qui nous relie, ce qui nous réchauffe dans l'hiver de l'existence, mais aussi ce qui peut nous enfermer dans des illusions rassurantes et consolatrices. Alors, que reste-t-il à l'homme une fois qu'il prend conscience de cette double nature du récit ? Peut-être simplement la nécessité d'en être conscient, de rester lucide face à ses propres illusions, d'accepter que les histoires ne sont que des constructions et non des vérités immuables. Et dans cette lucidité, dans cette distance critique, peut-être trouve-t-il une forme de liberté, celle de continuer à raconter, mais avec la conscience que ces récits ne sont pas la réalité, seulement des tentatives de la rendre un peu plus habitable. Le langage est bien plus qu'un simple outil de communication. Il façonne la manière dont nous percevons et structurons la réalité. Chaque mot que nous utilisons encadre une expérience, lui attribue un sens particulier et influence notre compréhension du monde. Tout d'abord, le langage impose des catégories. Par exemple, certaines langues distinguent des nuances spécifiques de couleurs que d'autres regroupent sous un même terme.
En russe, il existe 2 mots différents pour le bleu, c'est le goluboy pour le bleu clair et sinii pour le bleu foncé. Alors qu'en anglais et en français, nous avons une seule catégorie, bleu. Des études montrent que les locuteurs russes perçoivent ces nuances avec plus de distinction, ce qui prouve que la langue peut affiner ou limiter notre perception sensorielle. Le langage influence aussi notre conception du temps et de l'espace. Dans certaines langues indigènes australiennes, on ne dit pas à droite ou à gauche, mais on parle en termes de points cardinaux à l'est, à l'ouest. Ce mode de pensée entraîne une orientation spatiale bien plus développée chez les locuteurs natifs. Ensuite, les récits et les mots que nous choisissons pour décrire une situation construisent une interprétation subjective. Un événement peut être relaté de manière neutre ou chargé d'émotions selon les termes employés. Dire d'une personne qu'elle est résistante ou têtue ne reflète pas seulement une nuance linguistique, mais conditionne la perception qu'on aura d'elle. Enfin, le langage modèle la pensée sociale et identitaire. Les mots façonnent les valeurs et les croyances d'une culture. Certaines langues ont des termes spécifiques pour exprimer des émotions ou des concepts qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, le mot japonais ikigai désigne une raison profonde de vivre, un concept difficile à traduire avec exactitude en français ou en anglais. Ainsi, notre réalité n'est jamais purement objective. Elle est filtrée, organisée et orientée par le langage. En prenant conscience de cette influence, nous pouvons apprendre à mieux analyser nos propres perceptions et à nous ouvrir à d'autres manières de voir le monde. Il y a un philosophe très difficile qui a abordé les questions du langage. Pour aiguiser la curiosité de quelques auditrices ou auditeurs, je vais le présenter brièvement. Il s'agit de Ludwig Wittgenstein, qui a développé le concept de jeu de langage, qui est central dans sa philosophie tardive. Il désigne les différentes manières dont nous utilisons le langage dans des contextes spécifiques, chaque usage étant régi par des règles implicites. Wittgenstein compare le langage à un jeu, chaque mot ou expression prend son sens en fonction des règles du contexte dans lequel il est utilisé. Par exemple, dire échec et mat dans une partie d'échecs a un sens précis, mais cette phrase n'aurait aucun sens dans une conversation sur la météo. Voici quelques exemples de jeux de langage. Donner un ordre. Ferme la porte. Décrire un objet. Cette pomme est rouge. Exprimer une émotion. Je suis heureux. Faire une promesse. Je viendrai demain. Raconter une histoire. Il était une fois. Chaque jeu de langage fonctionne selon des règles tacites que nous apprenons en interagissant avec les autres. Le sens des mots dépend donc de leur usage et non d'une définition fixe. Wittgenstein remet en question l'idée que le langage a une structure rigide et universelle. Il montre que le sens des mots est fluide et dépend du contexte social et culturel. Bon, le mot fluide, je crois que vous avez l'habitude de l'entendre dans mes émissions, je vais continuer. En conclusion provisoire, je peux exprimer qu'en tant homo narrativus, l'être humain est profondément façonné par les récits qui traversent son histoire, qu'ils soient légendaires, mythologiques, religieux, culturels ou familiaux. Ces récits sont des repères, des sources d'identité et de sens qui permettent de comprendre le monde et de s'y inscrire. Pourtant, leur pouvoir d'illusion et de superstition ne doit pas être sous-estimé. S'ils offrent un ancrage, ils peuvent aussi enfermer l'individu dans des cadres figés, empêchant toute évolution ou remise en question. Il est donc essentiel de les connaître, de les explorer et de les transmettre, tout en restant vigilant face à leur aspect consolatoire qui, s'il rassure, peut également rigidifier les formes identitaires humaines. La clé réside dans un équilibre entre mémoire et discernement, entre héritage et ouverture, afin que ces récits continuent de nourrir l'humanité sans l'entraver. Méfions-nous de toute sécheresse et rigorisme de l'identité. L'heure est venue de déposer les habits narratifs que l'on ne porte plus. Enfin, saisir les opportunités de l'inattendu, tenter de déceler en toute occasion, en tout lieu les germes de l'instant, s'instruire sans cesse sur la vie,
en nous offrant en joie tout un éventail d'expériences. Et oui, nous nous quittons provisoirement ici, en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.